l'engouement pour le cinéma coréen. Oui, c'est ça. Ça a duré un certain temps parce que le cinéma coréen aussi, ils investissaient tellement. Je veux transmettre quelque chose et une fois que le film sort, finalement, ce qu'il transmet ou ce qu'il va amener comme débat n'est plus entre tes mains. On parle souvent du fait qu'il y a une désaffection des jeunes pour la salle de cinéma. Quand tu vois l'inspiration de beaucoup de réals qu'on admire, c'est souvent des mangaka japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans En Vrai, le podcast qui met en avant les carrières inspirantes du cinéma et de l'audiovisuel pour donner envie un petit peu à tout le monde de découvrir quels sont les métiers du cinéma et puis pour vous rappeler que le cinéma est fait par des gens comme toi et moi et surtout comme Cédric Ido qui est notre invité aujourd'hui. Merci de me recevoir, en tout cas c'est un plaisir et surtout vu le thème ça fait d'autant plus plaisir. Voilà. Top. Tullio, tu veux rajouter un petit truc en intro ? Je dirais que voilà, l'objectif c'est vraiment de partager un peu l'expérience des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma et pour voir un peu leur parcours du début à là où ils sont arrivés et parler un peu, je dirais, de tout sans tabou pour venir briser un peu ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on ne communique pas forcément dans le cinéma et qui crée un peu de l'inaccessibilité auprès de tout le monde. Alors que je me dis que, enfin c'est ce qu'on s'est dit, si on essaie de communiquer au maximum, ça permettra de donner plus de chance à tout le monde. Voilà. Ouais, j'ai flippé quand t'as dit sans tabou, parce que pas de dossier. Non. Des dossiers... à part si tu nous les as donnés avant. Ah je sais pas, peut-être que vous avez des trucs cachés que vous avez trouvés. Ouais, on a creusé. Vous avez des dossiers chelous auxquels je vais devoir courir. Et là, on sent une inquiétude vraiment. Là, la panique, là, tu vois, conspiration. Non, mais l'idée, c'est de légitimer un peu les envies des gens des jeunes et des moins jeunes qui pourraient nous écouter, nous voir et se dire que ces métiers-là ne sont pas faits pour eux. C'est aussi de donner un petit peu, éventuellement, des codes parce que ce qu'on constate, nous, depuis qu'on bosse dans ce milieu, c'est que parfois tout le monde part du principe que tu sais des choses et du coup personne ne te les explique jamais. Et donc voilà, là on est dans le concret, on est dans le parcours, comme nous disait Tullio. Et du coup, c'est quoi ton parcours à toi, Cédric ? Écoute, mon parcours, il y a le parcours long et le parcours condensé. Parcours condensé long, on va dire, intermédiaire. Après, il y a aussi beaucoup d'introspection, des choses qui sont revenues comme ça. On est sur un fauteuil, là, tu peux introspecter autant que tu veux. Exactement. Non, écoute, moi, mon parcours, en fait, mon parcours, je vais dire, mon parcours commence à 3 ans. À 3 ans, moi, je suis né en France et avec mon frère et ma mère, on retourne vivre au Burkina. Et en fait, arrivé au Burkina, il y a toute la période... la révolution de Sankara et tout ça, 3 ans, tu t'en rends pas trop compte, tu sais pas trop ce qui se passe, c'est plus pour les adultes que ça compte. Et il s'avère qu'on a habité en transition comme ça dans une cour, une cour commune, comme c'est le cas souvent au Burkina ou en Afrique. On habite, il y a sa maison, et puis dans la cour, il y a d'autres maisons, des dépendances où habitent d'autres personnes. Et il y avait une actrice qui était là, une actrice assez connue dans le pays, mais surtout actrice de théâtre, quoi. En général, ils font les deux un peu comme ici, et le théâtre peut aussi prendre l'ascendant. Et elle jouait au théâtre de la Maison du Peuple, qui est comme l'espèce de, je sais pas si je te dis, l'un des le plus gros théâtre du pays, justement, qui est à Ouagadougou. Et elle jouait une pièce sur l'apartheid. En fait, ça, c'est ce qu'on me rapporte aussi, parce qu'à 3 ans, j'ai pas trop de souvenirs. Et il s'avère qu'ils avaient besoin d'un gamin pour faire une espèce de silhouette pas forcément parlante, mais en tout cas présent sur plusieurs dates. Et je suis drafté, je me souviens pas, je sais plus si j'ai passé un casting ou pas, ou j'imagine que non. Mais t'as pas eu le choix. Un peu, voilà, j'ai pas eu le choix, un peu pistonné. Et je me retrouve en fait sur cette scène mythique de la Maison du Peuple, de 3 ans, 4 ans, voilà, vraiment gamin. Et j'ai quelques souvenirs comme ça, peut-être fantasmés, de flash, de choses qui reviennent avec le public, moi être sur scène, un moment au dos, plein de choses, voilà, des choses qui reviennent. Et flash forward, des années plus tard... cette envie qui reste, quoi, adolescent, retour en France avec mon frère et ma mère.
on revient et je m'enrôle aussi sur conseil de mon frère de refaire du théâtre, et tu vois, cette envie-là. Théâtre au collège, c'est comme ça que je reviens vraiment, et je me dis, bon, il y a cette envie peut-être inconsciente de jouer, quoi. Et je reviens, je m'inscris, et puis de fil en aiguille, l'envie revient vraiment de jouer et d'en faire peut-être mon métier, mais sans vraiment oser le dire, parce que en ayant grandi au Clos Saint-Lazare, tu te dis, bon, même personne n'avoue vraiment ce qu'il a envie de faire, et personne ne dit vraiment ses envies, à part les quelques personnes qui vont, très intimes, qui vont t'écouter. Et puis je continue comme ça au lycée, machin. Et en parallèle, avec mon frère Jackie, il y a des groupes des groupes de création qui se montent, parce qu'il faut savoir que moi, j'essayais de me former en tant que comédien, et puis Jackie, mon frère, lui, était en train de suivre une envie de devenir réalisateur, et aussi de s'entraîner et de voir les choses comme étant un réalisateur. Et on s'échangeait un peu les connaissances comme ça. Voilà, de retour à la maison, qu'est-ce que tu as appris, machin, des conseils indirects, venez voir mes pièces, des trucs, des conseils de directeurs et de directeurs d'acteurs aussi, quoi. Puis finalement, les choses sont venues comme ça, tout bêtement, quoi, et que plus tard, non flash forward, les choses ont switché, lui est devenu acteur, et moi j'ai pris la place de réalisateur. Mais voilà, en ayant bien en tête aussi ces deux casquettes complémentaires, qui est acteur, réalisateur, des deux côtés, et qui se complètent en fait, mine de rien. Voilà pour le petit parcours. Mais du coup, en fait, t'as toujours voulu faire ça, en fait. En fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais d'une autre manière. En fait, je dis réalisation. Moi, je viens du dessin. C'est vraiment ça mon premier amour, c'est le dessin. Et j'ai eu, en grandissant, quand on me demandait, je disais, bon, j'avais pas trop envie de dire ce que je faisais, mais en grandissant, ce qu'on me demandait, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'était réaliser des dessins animés. Pour moi, c'était réaliser des dessins animés, c'était... voilà, je passais des heures et des heures à dessiner en sachant pas très bien comment faire pour finir animateur, déjà dans un premier temps, et après réaliser des dessins animés. Il y a cette idée de réalisation aussi qui était là, quoi, tu vois, de réaliser ses propres œuvres, de dessiner. Voilà. Et à l'époque, je connaissais pas du tout des mecs comme Miyazaki ou trucs. C'était vraiment les références, c'était des grosses références Disney. Et puis le manga était pas encore aussi populaire. Donc, mais par rapport au manga papier, oui, mais tu vois, c'était pas encore l'avènement du manga tel qu'aujourd'hui, ou bien du comics américain. Là, ça paraît assez fluide dans tout ce que tu racontes, qu'en fait, tu passes de perspective en perspective. Et tu as l'impression que les gens autour de toi, dans ta famille, dans ton univers, dans ton écosystème le plus proche, les gens, ils t'ont porté vers ces perspectives en fait, de carrière. C'est marrant parce que ma mère, même jusqu'à très récemment, même en ayant vu des films et tout, elle m'a toujours dit faut que tu fasses du dessin animé, quoi. Qu'est-ce que, tu vois, où t'avais quand même ce truc-là, en me voyant dessiner, en se disant, bon, il aime ça, il fait du dessin animé, pourquoi tu fais pas de l'animé? Quand il regardait des trucs, je sais pas, même Kirikou, des choses comme ça, quand il est tombé dessus, il disait, mais pourquoi tu fais pas des trucs comme ça, tu vois? Et il y a toujours eu ça, quoi, derrière, il n'y a jamais eu, voilà, un refus total, catégorique, ne faites pas ça, tu vois, vous savez pas dans quoi vous lancez. Je pense qu'il y a eu ça, comme il y a eu cet amour aussi qu'on avait par rapport à ça, tu vois, le dessin et tout ça. Et oui, un entourage aussi comme ça, quoi, et qui était déjà dedans, tu vois, ne serait-ce que mon grand frère, et puis aussi poussé, sans vraiment avoir de direction. Ma mère, elle pouvait te sortir ça comme ça, mais elle savait pas vraiment comment faire, quoi. Et puis moi non plus, même, il y a toujours l'espèce qui devient un peu un cliché aujourd'hui, de dire, selon l'endroit d'où tu viens, personne pour t'orienter. Moi, je me suis retrouvé aussi chez des conseils d'orientation qui disaient, eux-mêmes, je pense qu'ils savaient pas trop comment finir au Gobelin ou quoi. Ils te disaient, non, mais fais du dessin industriel, tous ces trucs-là. Et tu vois, et j'ai eu quelques professeurs aussi, donc je me souviens très bien des professeurs d'art plastique qui me disaient, non, mais il faut que tu fasses de la bande dessinée, il faut que machin, tu vois, où le fait de dessiner devenait une attraction aussi dans la classe. Et puis ces profs-là qui voyaient qu'il y avait un attrait pour ça, essayer de te pousser, mais sans vraiment te donner de direction, parce que je pense que ça aussi, quelque part, c'est une quête, quoi. C'est une quête, et même si t'es pas aidé, tu t'aides, tu te pousses toi-même
tu te forces toi-même à y arriver, quoi. Y a pas, et c'est ça qui est beau et qui est difficile en même temps, c'est qu'il n'y a pas un chemin, quoi. Et que tu crées ton chemin, et c'est ce dont je me rends compte, quoi. Aujourd'hui, j'ai encore envie de faire des dessins animés. Pour moi, c'est ce que j'allais te demander, ton chemin, du coup, là, le dessin animé, parce que dans ton univers, enfin, moi, je repense à La Gravité, parce que c'est ton film qui est sorti l'année dernière, et que j'ai vu plusieurs fois. Ouais. Donc voilà, je peux en parler. Tu connais par cœur. Non, mais il y a un univers, comics, etc., sûr, sans en dévoiler quoi que ce soit pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais. Donc il y a une grosse influence, mais là, tu as encore dans l'idée d'essayer d'aller dans cette voie-là, tu y réfléchis. Complètement, et plus même. Parce que après, mais je considère vraiment que l'animé, pour moi, c'est l'art ultime, quoi, parce que ça met le point aussi sur la collaboration. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire tout seul. Et en fait, et même en termes d'écriture, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit tellement abouti par rapport à une fiction. L'écriture doit tellement être aboutie pour pouvoir fonctionner, pour qu'on commence vraiment à dessiner les choses, quoi, pour qu'on se dise ok, on se lance dans le character design ou dans ces trucs là. Il faut arriver à quelque chose de très fort, quoi, je pense. Et après, voilà, c'est exactement comme le cinéma, mais sauf que pour chaque personnage, t'as 10 mains plus même qui se sont mises à bosser pour le créer, quoi. Et je trouve ça très très fort. Après, j'ai pas la forme, j'ai pas les trucs, mais des envies comme ça, même dans les films, dans chaque film, en fait, je me rends compte qu'il y a des petits moments comme ça, dessins animés, parce que peut-être que mon imaginaire passe par là, et puis même la manière dont je découpe aussi les films, ça passe par l'animé. Quand je suis en manque d'inspiration, par exemple, je regarde beaucoup d'animés, parce que je me dis, en termes d'écriture, c'est tellement abouti qu'il faut que j'aime bien passer par là, quoi. Me dire, puis quand tu vois l'inspiration de beaucoup de réals qu'on admire, c'est souvent soit des mangaka japonais dont ils sont inspirés vraiment, ou des animateurs ou des réalisateurs de dessins animés, quoi, tu vois, même en fiction, quoi. Donc, on dira pas les références pour pas cramer certains réals qu'on adore. Mais voilà, c'est le cas, c'est que je pense que c'est un peu, pour moi, c'est l'art ultime, quoi, qui mêle tout ça, et puis après aussi les comédiens, la voix, tu vois, c'est-à-dire ça dépasse aussi la fiction quelque part, quoi. C'est marrant, c'est le fil rouge, parce qu'on a rencontré une actrice de doublage, directrice artistique de doublage. Ah ouais, d'accord. Il y a peu pour le podcast, donc c'est marrant, ça nous repenche sur le... Mais là, dans ce que j'entends, moi, de ce dont tu parles, il y a l'importance du collectif, tu dis, de travail à 10 mains. Toi, tu as l'impression que dans l'impulsion de tes envies de carrière, parce qu'on parlait de ton frère tout à l'heure, mais je sais qu'il y a... parce que on travaille en famille aussi, donc je connais le... Quoi, tu connais ? Je connais le frère de... Tu connais mon frère aussi, et qui viendra probablement... Un petit peu. Non, mais je connais l'influence du collectif dans lui, sûr. Dans son parcours. Toi, tu as l'impression que c'est aussi quelque chose qui t'a... Ah oui, la famille, le collectif, la famille qu'il avait monté. Ouais, beaucoup, parce qu'il y avait... après, il y a l'émulation qu'il y avait tout un groupe de gens qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà, il y avait Fabien Grand Corps Malade, le comte de Boudherbala, Samy, mon frère, moi, Alban Ivanov, il y en avait vraiment, tout le monde, Gravi, Yacine Bellous, voilà, plein d'autres aujourd'hui qui font pas mal de choses, mais où on a commencé ensemble en se disant, réussir à voir aussi qu'il y a un vivier et qu'il y a une émulation, quoi. Après, chacun est venu puiser ce qu'il pouvait, et puis se servir de ça aussi comme une force, quoi. Et je trouve ça assez fort, quoi. Et ouais, il y avait cette émulation, et moi, voyant aussi, en me disant... c'est vraiment apprendre aussi sur le tard, quoi, de se dire ok, c'est comme ça qu'on fait une histoire, même si c'est vite fait, même si c'est vocal, même si on le fait, même si on de manière inavouée on disait que c'était des sketchs, mais il y avait cette envie aussi de poser des choses derrière, de raconter des histoires, quoi, tout bêtement, en fait. C'était trouver plein de moyens de raconter des histoires, même pendant les soirées de projection qu'on faisait à Saint-Denis. On continuait les soirées, on racontait des histoires pendant cette soirée-là, quoi, tu vois, la manière
dont ça s'acheminait. Voilà, c'était vraiment se dire, ok, ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter des histoires et puis comment les raconter, quoi. Tu vois, trouver une manière aussi de... Et il y a un truc que tu as répété plusieurs fois qui m'intéresse justement parce que tu parles pas mal du collectif. Ouais. Et en amont, tu as parlé du fait que tu étais soutenu quand même plus ou moins par ton entourage proche et tout ça. C'est un truc que moi j'ai retrouvé aussi chez moi où mes parents n'y connaissaient rien mais ils m'accompagnaient. Mais par contre, tu parlais du fait qu'on n'ose pas trop dire autour. À quoi c'est dû, tu penses ? À quoi c'est une espèce de pudeur en fait. Tu vois, une espèce de pudeur et puis aussi se dire... et puis par superstition, j'en sais rien, te dire est-ce que si je dis ça... est-ce que ça compte ? Ouais, non, mais je dis ça, c'est même pas ça, c'est plus la pudeur. Se dire. Et puis, souvent dans ton entourage, pas proche, hein, mais dehors, t'as pas envie de te révéler à ce point-là, peut-être, je sais pas, je me dis, ça en dit trop sur toi, sur ce côté au fond. Est-ce que tu joues pas un personnage dans ta vie de tous les jours, tu vois, dehors, quand tu joues avec tes potes, est-ce qu'ils ont besoin de savoir à fond ce qui t'anime, tu vois, voilà, c'est peut-être par rapport à ça, quoi, tu vois, et se dire, est-ce que c'est possible ? C'est tout bêtement ça. Se dire, ouais, mais ça va me foutre la honte, si je dis ça, ils vont rigoler, quoi. C'est comme si je disais, je voulais être pilote de chasse. Mes potes, ils vont se dire, ouais, t'es un ouf, toi, déjà, comment tu fais même si le Bourget, c'est à 2 pas, tu vois. Comment t'arrives jusqu'au Bourget, quoi, tu vois. C'est ça, tu prends le bus. Mais ouais, c'est une pudeur, moi, je pense. Ouais, c'est plus ça. Okay. Ouais. C'est une pudeur par rapport à un truc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, ça paraît inaccessible. Ouais, c'est ça. Bourget, aussi, ouais, ça te paraît tellement inaccessible que tu te l'avoues pas à toi-même, quoi. Tu me dis, moi, je passais des heures et des heures à dessiner dans ma chambre, tu vois. Disons, plutôt que d'aller galérer, d'aller jouer au foot, machin, je vais dessiner, quoi, tu vois. Mais en même temps, en me disant, ah ouais, je vais améliorer mon trait, machin, je vais dessiner comme Toriyama, je vais essayer de dessiner comme un tel, tu vois. Voilà, c'est... Mais ouais. Et là, tu dis raconter des histoires, parce que toi, donc, on a parlé, tu es acteur depuis tout petit, Yes. Mais donc, tu es scénariste, réalisateur. Le lien entre ces deux activités-là, est-ce qu'on peut être, pour toi, est-ce qu'on peut être l'un sans l'autre ? À quoi tu donnes ta prio aujourd'hui ? Comment... Ouais, après, ouais, on peut être l'un sans l'autre. Après, tu as des réalisateurs techniciens qui le font hyper bien et qui écrivent pas du tout. Mais je sais pas si... après, pour ceux que j'ai en tête, moi, après, ma référence ultime, ça reste Kurosawa, tu vois. Disons, et Kurosawa, il écrivait toujours, même en binôme, voilà, même avec plusieurs personnes, mais il y avait toujours et je rejoins, c'est ce que je le vois un peu comme ça, c'est ce besoin d'aller au bout une nécessité de dire quelque chose, d'aller au bout d'un acte, en fait, et après peut-être le partager. Mais après, moi, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'écriture. Beaucoup de choses, beaucoup d'idées. D'ailleurs, ce qu'on me reproche aussi des fois, c'est que c'est trop... j'ai besoin de passer par l'écriture pour créer un visuel, en fait. Mais je peux très bien aussi prendre quelque chose qui existe déjà et voir après à quel point ça t'inspire. Mais je pense qu'il y a cette nécessité de devoir toucher les choses et de les rendre visuelles, tu vois, parce que un scénario, même si c'est pas le tien, ça reste quand même juste un outil, tu vois. Comment toi t'arrives à te projeter, comme plein de postes arrivent à le faire, quoi. Un chef déco, un chef op, machin, comment ils arrivent, et toi aussi comment t'arrives à te retrouver dans une histoire, quoi, tu vois. C'est surtout ça. Mais sinon, ouais, c'est possible, ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est peut-être plus complexe. Pour moi, puis la peur de passer à côté de certaines choses aussi, ou besoin en tout cas de m'approprier le truc, tu vois. Ouais, c'est que ce soit ton projet, ta créa, de l'idée originale jusqu'au bout, quoi. Ouais, non, pas forcément. Après, moi, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément, mais aussi en me disant que ça va être un exercice. Mais comme je suis arrivé un peu en écrivant et aussi en écrivant quand j'écris, c'est marrant parce que je dessine aussi pas mal de choses quand j'arrive pour me les rendre palpables, visuel, quoi. Ouais, visuel, tu vois. J'écris des trucs et puis quand je suis bloqué, j'ai besoin de dessiner peut-être plusieurs étapes pour me dire ah oui, en fait non, c'est viable, tu vois. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'aime aussi écrire mes histoires, mais sinon de prendre quelque chose qui existe déjà, j'ai pas de problème. Peut-être que le process est plus long, tu vois, parce que je veux dire, Scorsese, il a écrit qu'un film, mais après
il écrit pas, mais je pense qu'il est derrière et qu'il est très relou et tu vois, ça reste le chef d'orchestre, quoi, même à l'écriture. C'est pas comme si moi j'arrivais avec un scénar, je lui dis tiens, fais-le, et qu'il ferme sa gueule et qu'il le fait. Un technicien, ça reste un auteur, il faut aussi trouver c'est moi. Tais-toi, fais ça, comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait le découpage. Ouais. Tu vois. Ça se tente, voilà, ça se tente, ouais. Je pense qu'il dira oui. Ouais. Je pense qu'il va accepter. Ce sera moins long que son dernier film. Ce sera un peu moins long. Ouais, c'est pas 3h45. Je crois que c'est ce que disait, parce que j'avais vu récemment, enfin il y a 1 an ou 2, le dernier film de Paul Schrader qui était son scénariste sur Taxi Driver. Ouais. Et il disait qu'au bout d'un moment, leur collaboration n'a pas pu continuer. Non pas parce que ils s'entendaient plus ou quoi, mais c'est qu'en fait, justement, il y avait... Paul Schrader commençait à avoir cette âme de réalisateur. Ouais. Et Scorsese, il était aussi en mode tellement... sur la part du scénario qu'en fait ça commençait à se retrouver à être à deux et à deux visions différentes. Donc la collaboration était plus possible, tu vois. Donc comme tu dis, je pense qu'il doit y avoir parce que t'as toujours des gens qui écrivent mieux que toi, forcément, et qui mettent en image mieux que toi sur le papier, je veux dire. Et je pense qu'à un moment, ça lui prend de la place, quoi. Mais en fait, je crois que c'est de toute façon compliqué, la relation scénariste-réalisateur. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu as des gens qui font les deux aussi. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu d'extérieur en France, en tout état de cause, il y a cette espèce de positionnement hyper au-dessus du réal. Qui en fait fait enfin tu vois, si tu as une espèce d'échelle de pouvoir de la création cinématographique, bizarrement en France en tout cas tu as le réal qui est tout en haut et on néglige un petit peu le scénariste, alors que c'est quand même un métier qui est quand même à la base, tu vois, à la base du projet. Pour moi c'est et même tu vois, il y a des trucs où parfois je suis un peu choquée, je vois, tu vois, typiquement tu sais, comme on vend des... Alors, on va expliquer comment ça fonctionne, mais en gros, quand tu as des projets de films qui se montent, parfois, tu as un agent artistique qui est derrière, qui a à la fois le scénariste, le réalisateur, les comédiens principaux, etc. Et donc, qui défend un projet avec toute une équipe qui l'a constitué autour d'un agent, en fait. Bien sûr. Sauf qu'en fait, quand tu es en train de négocier sur la partie artistique du scénario, et au final, celui qui a le dernier mot, c'est souvent le réal, parce que c'est celui qui rapporte le plus de fric, hein, on va être franc. Et c'est sur lui et évidemment sur les comédiens que sont construits les projets de films. Alors qu'un réal n'est pas forcément un bon scénariste. Et que tu as des scénaristes qui se font complètement spolier de leur histoire et qui finissent avec des trucs qui d'ailleurs au final se montent pas. Parce qui sont pas cohérents et que et que tu as le rendu qui est bof. Bien sûr. Donc on envoie un message sur ce sujet. C'est clair. Moi j'avais une petite anecdote là-dessus où il y avait un scénariste qui travaillait avec un réalisateur. Le réalisateur s'est mis à changer plein de choses dans le scénario, des éléments à droite à gauche, qui au final n'avaient ni queue ni tête, donc on est revenu à la version de base. Et sauf qu'on est passé à un total de, je crois, c'était 70% la création du réalisateur. Alors qu'en fait on était à la base, 100% du scénariste. Il a mis un peu le bordel dans le truc, sauf qu'on est revenu en arrière. Sauf que vu qu'il avait fait ce travail, on considérait que c'était... Et c'est souvent qu'en changeant quelques trucs, le réalisateur prend au moins 50% en France. Et c'est assez étonnant, parce qu'en fait, c'est exactement, ça va à l'encontre un peu de ce que tu disais, on prend le problème à l'envers, en fait. Parce que tu es censé valoriser celui qui a eu l'idée originale. Bien sûr, celui qui a l'idée de base et tout ça, oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est tellement dur, en fait, je pense qu'il y a aussi de ça. C'est tellement dur de trouver des bons scénaristes en France qu'au contraire, on devrait justement les valoriser. Voilà, c'est mon combat. Non, mais c'est hyper important. Non, mais moi je me souviens d'un truc sur... c'était Canal qui avait fait une espèce de pub Canal+. Fait une pub papier, je crois, je sais plus trop comment c'était, où tu avais plusieurs cases, en fait, où on te montrait un tournage. Et on te disait, je sais plus, par exemple, on te montre un braquage sous plusieurs formes, avec les chefs de poste qui n'existe pas. On te dit le film sans le chef opérateur, t'as un écran noir. On te dit le film, cette séquence sans le son, ils sont muets, le mec il peut pas crier haut les mains, machin et tout, ainsi de suite. Et en fait ils font toutes les cases, pratiquement tous les postes majeurs, sauf qu'au final il n'y a pas scénariste en fait, quoi. Et tu te dis c'était celui... y a rien, quoi. Voilà. Tu vois, et c'est à quel point c'est négligé, quoi, pour te...
Et ça m'avait vraiment, vraiment choqué, quoi, en me disant, putain, mais les gars, c'est la plus grosse pierre à l'édifice et la plus importante, tu vois. Et même ça, l'industrie oublie, tu vois, Et c'est fou parce qu'en plus, comme tu as de plus en plus de besoin de contenu, là, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'histoire, quoi, tu vois, à cause des plateformes, de la consommation de contenu qui augmente de plus en plus, et de la nécessité d'avoir des histoires, etc. C'est... ouais, je trouve que c'est assez... c'est complètement contre-productif comme affaire. Ouais, complètement. Et de pas les valoriser, de pas valoriser les scénaristes, tu vois, c'est vraiment... Ça reste encore un truc très précaire, un scénariste en France. Ouais. Alors qu'il y a d'autres pays où tu es vraiment mis sur un piédestal et on te montre que tout part de toi, quoi, tu vois. Et je pense que c'est un des combats et des changements, une des bascules qu'il faut... qu'il faut mettre. Et puis après, il y a le problème aussi, c'est la politique de l'auteur, quoi. C'est comme tu disais, c'est le réal. Ici, t'es réalisateur, t'es aussi forcément auteur, quoi. Et du coup, t'as tout le pouvoir. Et que les scénaristes, on voit le scénariste comme quelqu'un qui véhicule uniquement ce que toi tu as. Bah non, en fait, il y a une vraie collaboration à ce niveau-là, quoi. Quand tu... et nous, c'est sur Oussekine, c'était un peu l'idée, quoi. C'était de se dire, sur la série Oussekine... On va remettre Oussekine, remettre dans le contexte. Oussekine. Tu veux raconter comment t'es arrivé sur le projet, Oui, brièvement, oui. Alors Oussekine, la série qui est à la base d'une... après, tout le monde, je sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Malek Oussekine, une bavure policière qui a lieu sur un jeune étudiant du nom de Malek Oussekine en décembre 86. Et bavure, on va dire un meurtre, quoi, qui est récupéré, une ratonnade qui est récupérée par tous les mouvements qui avaient lieu à l'époque, c'est-à-dire le mouvement étudiant avec les grosses grèves à l'époque, et aussi comment ça s'appelle, la cohabitation Mitterrand-Chirac, voilà, vraiment savoir comment chacun les récupérer, parce que ça a tellement pris une grosse envergure que chacun voulait récupérer cette histoire comme il pouvait. Et voilà, il s'avère que Antoine Chevrolier, réalisateur et scénariste aussi, et très bon ami, a eu, quand il a eu l'opportunité justement de faire sa propre série, approché par des boîtes de production, il m'a proposé, voilà, de co-créer au moins la Bible de la série avec lui, et puis on est parti. Moi un peu réticent, un peu flippant, je vous évite les détails. Il me propose ça. La première fois qu'il me propose ça, c'est en sortant d'un match de foot. Parce que faut savoir qu'une fois par semaine, on joue au foot avec Antoine et puis avec plein d'autres gens. Et il me dit j'ai ce projet et tout ça, j'ai proposé à une prod et tout ça, faut que tu me suives, quoi. Et moi je dis vas-y relou, série, machin, tu vois, je sais pas, comme si j'avais 10 000 trucs à faire, hein, tu vois. En plus c'était juste avant le Covid, vraiment savoir, c'était juste avant le Covid. Puis finalement je dis vas-y c'est relou, vas-y je peux pas, je te suis, quoi, tu vois, je peux pas on est comme ça vraiment, et je dis vas-y c'est bon, je te suis, y a pas de galère. Et du coup on se lance vraiment, et Covid, vraiment période Covid, quoi. Je crois qu'on commence vraiment sur les premiers jours du Covid à écrire le départ de la série. Et il s'avère que chose qui va assez vite, ce qui ne se fait jamais, en fait, on écrit la Bible de la série, on commence en mars. Et la série est greenlightée, voilà, Antoine est approché par attends, moi je te dis, tu as dit Bible et greenlight, il faut que tu dises ce que ça veut dire, Bible et greenlight. La Bible, en fait, c'est les fondements de la série, c'est-à-dire les personnages, qu'est-ce qu'on raconte, voilà, vraiment, avec quoi on va écrire, c'est le document, en fait, le plus important, c'est le document de départ qui va permettre d'écrire les épisodes, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller piocher dans telle ou telle chose, quels sont les personnages qu'on va développer, quelle est comment on va dire, l'atmosphère de la série, qui sont les influences, les personnages, voilà, tout ça est déterminé dans la Bible.
Et en fait, on écrit cette Bible, et comme Antoine est en discussion aussi avec Disney et avec UGC, justement, les producteurs qui l'ont approché au départ, il s'avère qu'ils sont tellement intéressés par le projet que le projet est greenlighté très vite, quoi. Greenlighté, ça veut dire, en tout cas optionné, pas greenlighté tout de suite, en tout cas optionné par Disney qui arrivait en France et dont c'était la 2e série, je crois. Qui n'était pas une comédie, qui était vraiment on va dire un triple A comme ils voulaient en France. Triple A, je ne saurais pas comment le définir. Par contre, triple A, c'est vraiment premium. Premium, voilà, exactement. Premium, ils voulaient en faire leur série premium. Et voilà, on continue, nous, jusqu'à ce que ce soit optionné en quelques mois. Hein, vraiment. On a commencé en mars, on va dire. En juin, juillet, c'était optionné par Disney. Et là, on se retrouve en septembre avec le choix des auteurs qu'on va greffer, quoi. Et nous, on savait très bien qu'il fallait que ce soit très collégial, en se disant qui va nous rejoindre, qui correspond vraiment au truc. Et il y a Julien Lilti qui nous a rejoint. Il y avait déjà Lina Swalem qui était là, vraiment, qui chapeautait un peu les recherches, tous ces trucs-là. Et il y a Faiza Gen aussi qui nous a rejoint. Et c'était vraiment collégial. Et on s'est aperçu que écrire souvent dans le fantasme en se disant je vais écrire avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, machin et tout. Et là, on s'était vraiment enfermé. Et Antoine avait envie de fonctionner comme ça aussi, tu vois, de vraiment s'enfermer dans une room comme là on est, et à l'américaine, quoi, vraiment. Et de discuter, de trouver vraiment, de retrouver, de chambouler aussi, nous, ce qu'on avait dans cette espèce de Bible à la base, et de vraiment redéfinir l'histoire, quoi. Et c'est comme ça qu'est née vraiment cette série, quoi. Tu vois, vraiment d'une manière très collégiale, avec bien sûr Antoine là où il voulait aller, et puis... Donc toi, t'es co-scénariste de la série, c'est ça ? Co-scénariste de la série, c'est vrai. Ouais. Et du coup, voilà, c'était vraiment ouais, et de se dire, c'est ça, remettre tu vois, l'accent sur le scénario, quoi, sur l'écriture du scénario. Et je pense que Disney aussi avait envie de ça, tu vois. On a été conviés comment t'appelles ça, au truc presse, là, au press junket, tous ces trucs, choses qui ne se font pas en général avec les auteurs, quoi. En tant qu'auteur, ouais, ok. En tant qu'auteur, vraiment, quoi, ouais, tu vois. Et tu te dis, ok, d'accord, il y a une envie, justement, de remettre l'écriture en avant, quoi. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé depuis, mais... Non, mais est-ce que c'est pas lié aussi, parce qu'on parle beaucoup, nous, de nouveaux récits et d'incarnation, en fait, du récit par les personnes qui racontent les histoires. Là, on est quand même sur des histoires qui ont un fond, en l'occurrence sur Osekin, mais je repense à La Gravité aussi. Dans le scénario, tu mets quand même beaucoup de toi, de tes influences, etc. Bien sûr, ouais. Et comme on est quand même dans une période où on a besoin de décloisonner les récits, je fais un peu des discours un peu conceptuels, mais dans l'idée... après, moi, c'est un parti pris très perso, mais on parle souvent du fait qu'il y a une désaffection des jeunes pour la salle de cinéma. Alors, on dit plein de... on dit plein de bêtises sur ce sujet-là, en disant oui, c'est parce que le cinéma est trop cher, etc., etc. En réalité, et ça je l'amène, le cinéma n'est pas plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 90, puisque c'est la place de cinéma, le prix de l'augmentation du cinéma est bien inférieur à l'inflation, et que donc voilà, je fais un peu des trucs un peu compliqués en termes d'économie, mais au final ça coûte moins cher d'aller au cinéma aujourd'hui que ça ne coûtait en 1992. En revanche, ce que nous, on entend, et je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, c'est que les jeunes, aujourd'hui, se reconnaissent assez peu dans les contenus, dans les films de fiction qui sont proposés au cinéma. Je crois que c'est Rebecca Zlotowski que j'avais lu qui disait « On a payé et on continue de payer un peu le fait d'avoir fait des films entre nous, toujours pour les mêmes personnes. » Et là, en fait, je pense qu'on est en repensant la place des scénaristes, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que valoriser le scénariste, c'est aussi laisser entrer des nouveaux talents du scénario qui racontent des nouvelles histoires. Exactement, ouais. Non, mais complètement, ouais. Et ça, mais je pense, ouais, c'est vrai, parce qu'on s'est retrouvé le problème, il vient peut-être du fait aussi on va dire, les plateformes et puis le système un peu inavoué
de studio, même en France. Tu vois, on conceptualisait l'écriture scénaristique en se disant ça marche, c'est ce qui marche, ça marche, et a mis un peu sur le côté des auteurs, tout bêtement, quoi, en se disant, et puis de manière pas forcément péjorative, hein, l'auteur c'est aussi quelqu'un qui emmène son vécu, quoi, de se dire voilà, est-ce qu'on a laissé cette place là. Moi je pense que ça a vraiment été mis de côté au profit de raconter les mêmes histoires à chaque fois, quoi. Tu vois, de se dire ok, ça marche, on a besoin de ci, on a besoin de ça, contrairement à avant où c'était vraiment des voix qui des voix avant, c'est pas forcément pour dire que c'était mieux, mais en tout cas on avait des voix quand on allait voir un réal, quand on allait voir, on se déplaçait aussi pour aller voir des réalisateurs. Aujourd'hui on se déplace pour aller voir des acteurs. Et ensuite ça a été on se déplaçait pour aller voir Captain America, plus tu vois, c'était vraiment et en fait le concept a tellement pris le dessus sur l'auteur. Même quand on va voir un Scorsese, on s'attend à Scorsese devient un produit, en fait, c'est plus et puis c'est pour ça que ça s'épuise quelque part, parce que c'est du Scorsese qu'on va voir et c'est plus une proposition de Scorsese, tu vois, et ça ouais, c'est vrai que ça a tué un peu et les plateformes aujourd'hui font encore pire, parce que les plateformes c'est vraiment des concepts. Les plateformes c'est faut écrire comme ci, faut écrire comme ça, faut que ça aille dans ce sens-là. Nous on optionne des acteurs ou des comiques et on veut qu'ils nous racontent ci, ça de telle manière, tu vois. Et je pense que ça aussi ça arrange pas la proposition, en fait, de se dire ok, et ce qui est aussi l'auteur, hein, c'est tout con, mais qu'est-ce que tu racontes et comment tu le racontes, en fait, tout bêtement. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça innove vraiment. Mais là où ça a un espèce de cercle vicieux, c'est que même le spectateur, en fait, moi j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression que le spectateur est tellement habitué à voir les mêmes choses que quand tu fais une proposition, ou quand il y a une proposition, il le reçoit très mal. Ou soit le fait d'être chamboulé avant, comme on pouvait être chamboulé sur des films. Moi je me rappelle fin des années 90, quand je découvrais certains auteurs japonais complètement loufoques, qui avaient des vraies propositions et des innovations que tu as envie que tu trouves hyper inspirantes. Aujourd'hui c'est plus le cas, je pense qu'ils auraient même pas leur place aujourd'hui, quoi. Parce que les spectateurs sont tellement habitués, et aussi parce qu'on a des schémas, aussi parce qu'il y a la série. Moi c'est ça que l'écriture sérielle, en fait, a un peu biaisé le truc, parce que les gens pensent qu'ils doivent retrouver exactement les mêmes choses tout le temps. Tu vois, moi c'est ce qui me gêne aussi dans la narration. J'ai envie des fois de casser les choses en me disant tu sais, quand tu parles avec des producteurs ou des trucs, on va te ramener vers un certain schéma narratif, quoi. Et je m'en suis rendu compte sur les dernières choses que j'ai faites, tu vois, où t'as envie, toi, pas forcément d'innover, mais de te dire j'ai envie de raconter cette histoire-là de telle ou telle manière, voyons si ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de vérité, tu vois. T'as des exemples là de films ou de séries qui t'ont un peu déstabilisé, ou qui vont à l'encontre de ce que tu dis là dernièrement, ou qui vont à l'encontre, tu vois, genre plus tu fais un disruptif, un peu, des trucs. Qu'est-ce que j'ai vu récemment Après, c'est pas forcément des c'est pas trucs... préparé, c'est spontané, le pauvre. Si, non, mais tu vois, par exemple, j'ai vu après, des trucs qui marchent, tu vois. Il y a la série Shogun, là, qui est super. Machin, ça fonctionne, et c'est intéressant parce que c'est à 70-80% en japonais, alors que c'est une production américano-japonaise, tu vois. Mais après, je veux pas dire que je suis chamboulé, parce que c'est quand même du déjà vu, c'est un peu un remake de ce qu'il y avait avant, mais c'est plus la forme qui est intéressante, tu vois, d'arriver à faire un truc. C'est très long, je trouve que les épisodes sont longs, enfin, c'est long, ouais. T'as une construction narrative qui est quand même costaud sur Shogun. C'est long, quoi, ouais. Mais le truc, qu'est-ce qui m'a chamboulé récemment, que j'ai vu... T'as vu Shogun, toi ? Non, c'est une série animée américaine, Scavengers, que j'ai vu, qui s'appelle Scavengers. C'est un truc qui a été fait par HBO, qui a pas marché, je crois, et d'ailleurs c'était un peu, et en termes d'écriture j'ai trouvé ça remarquable, vraiment. Et voilà, c'était vraiment le truc, je me suis dit putain, c'est ouf, quoi, en termes d'écriture et de narration, les mecs arrivent à faire un truc chambé, mais malheureusement ça a pas marché, quoi. Après tout le monde, ceux qui ont vu, sont comme des oufs. Moi c'est vraiment un truc que j'ai vu
Blue Eye Samurai. Blue Eye Samurai aussi, bien. j'ai adoré. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça, j'avais parlé de Blue Eye Samurai, c'était génial. Ouais. Et j'y suis arrivé un peu comme ça en me disant. C'est marrant que tu dises ça. J'ai univers j'allais en parler. Non, mais vraiment, j'allais en parler. D'animation. Voilà, mais ouais, c'était génial. C'était super bien de ramener. Là. C'est hyper bien écrit aussi. C'est une adaptation Blue Eye Samurai. C'est une adaptation d'un bouquin récent ou je crois que c'est assez récent. Ouais. Après, je ne saurais pas te dire quand, mais c'est assez récent. Mais ouais, où j'ai été, je me dis, ils vont au bout d'un truc et que et l'écriture fonctionne, quoi. Et t'as envie. On va pas faire les pitchs à chaque fois, il faudrait pitcher toutes les. Il faudra regarder vous-même. Mais ouais, des choses qui m'ont chamboulé après en film, ouais, forcément, il y a des trucs hyper inspirants, mais est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, ou tu vois. Non, mais la question, c'est en fait au-delà de. Parce que là, je suis sûre qu'on a plein de références en plus en commun, mais c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de faire ton métier tous les jours? Qu'est-ce qui t'inspire à faire ton métier tous les jours? Quels sont les changements aussi que tu as envie de voir, je pense, dans la façon dont on fait les choses dans ces métiers que tu fais? Après, moi, ce qui me passionne et après c'est toujours prétentieux de dire mon histoire machin, c'est raconter, arriver à trouver une manière de me raconter, quoi, qui soit pas commune, tu vois, de me raconter, ou en tout cas de donner une vision de quelque chose, d'un événement, d'arriver à véhiculer cette vision-là. Pas forcément en innovant, mais juste en en me laissant aussi porter, tu vois, en me disant voilà, je peux aller chercher des choses à gauche, à droite, et de pas tomber dans un espèce de classicisme parce qu'on m'oblige, tu vois, à faire du flux, quoi, tout simplement, tu vois. Moi, c'est un peu ce qui me fait flipper. Il y a énormément de choses aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont produites, peut-être plus que jamais, je pense, de partout. Tu vois, mais combien de choses on garde en tête, quoi, tu vois, combien de choses nous marquent, là, tu vois, si on remonte vraiment dans les influences, je veux dire, dans les années, les dernières choses, est-ce que les dernières choses qui m'ont vraiment influencé remontent à avant 2010, quoi, tu vois, et pourquoi est-ce que il y a tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous balance à la gueule, à quel point ça nous tient, à quel point on a envie, tu vois, à quel point ça nous inspire aussi, quoi, d'être. Moi, c'est vraiment ça, quoi. Je me dis comment, ouais, tout bêtement, comment réussir à donner, à être une voix, quoi, tu vois, faire une proposition. Même si c'est pour ça que je dis que c'est toujours prétentieux, parce qu'on s'en fout un peu de ce que tu racontes. En fait, je pense mais la manière dont tu le racontes, voilà, c'est hyper important, quoi. Parce que forcément. La démarche est toujours politique d'une certaine manière, mais j'ai toujours peur de la démarche politicienne, tu vois, de se dire ok, c'est politique, et un film c'est politique, et d'assumer ça, et même dans la manière de faire c'est politique aussi, mais c'est pas politicien, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui prennent ce vecteur-là, quoi, mais ouais. Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Comment tu dis politique, c'est politique mais pas politicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas militer pour une cause, en fait, c'est ça. En fait, le but c'est quoi? C'est d'ouvrir un débat aussi, de choses qui m'intéressent, une vision qui m'intéresse, et quand tu fais quelque chose, c'est comment réussir à prendre la distance, en fait. Tu vois, comment réussir à avoir la bonne distance pour raconter une histoire. C'est souvent ce que je me dis. Et c'est pour ça que je me débarrasse aussi du truc prétentieux. Et là, la double culture, elle a aussi un... C'est ce que j'allais demander. Parce qu'en fait, comme tu parles beaucoup de tes influences avec le manga, par le dessin, etc., mais quelle partie de ta double culture tu réintègres dans les récits que tu racontes, etc. Ça a une influence. Ouais, forcément, ça a une influence. Après, moi, je pense que la double culture, ça te permet d'essayer de trouver la bonne distance à chaque fois. Tu vois, je vais prendre un truc schématique très bête. Si je veux raconter le Burkina Faso, le fait que je sois français aussi, et puis que j'ai une expérience franco-française, me permet d'avoir une distance pour montrer les choses, tu vois.
Et inversement, si je veux parler de la France, de ce pays, eh ben, la distance que j'ai en tant que burkinabé, franco-burkinabé, me permet aussi de me placer et de prendre une distance et de réfléchir autrement comment montrer de l'extérieur ce qui va ou ce qui ne va pas, tu vois. Je me dis, alors que quand tu es vraiment dedans, ça marche pas, quoi. Et puis aussi, le fait d'avoir été influencé, encore une fois, à la maison, tu vois. Ma mère et mon père étaient cinéphiles de ouf, quoi, tu vois. Chacun dans leur style. Ma mère, elle avait ses DVD de films Bollywood, machin. Mon père, c'était le film d'action, Jackie Chan, tous les trucs. Et d'avoir grandi, en fait, dans ces trucs-là, t'apprends à t'identifier aussi à l'autre, tout bêtement. Et c'est ça aussi qui est fort dans le cinéma. C'est qu'il y a une part d'identification une expérience collective. Ouais, une expérience collective, et puis t'identifier à l'autre par rapport à la culture, par rapport à un truc. Moi, j'avais l'impression de connaître, je passe tout con, mais la culture indienne, et quand j'étais en Inde, j'avais déjà certaines références, tu vois, c'est aussi con que ça. Et puis de l'empathie, et ça, je trouve que c'est hyper important aussi d'arriver à avoir cette empathie-là, mais qui est véhiculée par le cinéma aussi, quoi. Et que le simple fait de te positionner comme ça, et de savoir que c'est une richesse aussi, tu vois, cette double culture, et ce qu'elle te permet d'avoir en termes d'identification et d'empathie, ça aide vraiment dans les histoires, j'ai l'impression, quoi, tu vois, de dire, il n'y a rien qui est vraiment à distance, quoi, tu vois, il n'y a rien qui est vraiment trop à distance, je m'approprie, voilà, le chinois dans sa campagne qui souffre, voilà. C'est peut-être pour ça aussi que l'influence cinéma japonais, ça a été direct, en passant déjà par le manga, les dessins animés, toutes ces choses, mais aussi par les histoires, d'autres histoires, ou des choses qui pourraient être difficiles à digérer pour un spectateur lambda, je veux dire des films, avec des influences et des systèmes d'identification un peu complexes, tu vois, et je me dis, voilà, j'y arrive parce que peut-être qu'il y a eu ce travail qui a été fait avant, quoi, tu vois. Et ça devient aussi une source d'inspiration pour moi, quoi. Ouais, c'est des sensations. Et moi, ce qui m'intéresse quand tu parlais de politique et du message aussi, quand on met en tant que réalisateur ou scénariste dans le film qu'on va transmettre, ce qu'on veut transmettre, est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, même sur ton dernier film, tu veux transmettre quelque chose, et une fois que le film sort, finalement, ce qu'il transmet ou ce qu'il va amener comme débat n'est plus entre tes mains? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi j'aime bien ça. Le film, c'est se dire, je pose des questions et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Tu vois, je peux pas répondre à si, ça, parce que c'est impossible, c'est pas mon boulot, quoi. Mais après, le problème, c'est comment. Et ce qui me dérange aussi, c'est quel débat on va te mettre sur le dos parce que t'es un réalisateur noir et que machin et tout. Alors, est-ce qu'on te parle de cinéma ? Ou est-ce qu'on te parle d'un problème sociétal que... Ouais, c'est ce que j'avais demandé, parce que tu parlais du Clos Saint-Lazare tout à l'heure, mais parce qu'en fait, le film de banlieue, c'est devenu limite un style en soi. Un style, un genre. Alors moi, ce que j'avais adoré en voyant La Gravité, c'est qu'en fait, on sort complètement du carcan et des cases. Sûr, ouais. Et je me demandais si tu avais la sensation que, en tant que scénariste-réalisateur noir ou issu des quartiers, ou etc., tu sentais que tu avais le poids de devoir t'atteler à un certain nombre de sujets où il y avait un attendu, ou des figures imposées, ou des... Ouais, bien sûr. Après, moi, je trouvais ça intéressant aussi de prendre des lieux communs comme ça dans le film, hein, et puis de les détourner. C'est ça qui est fou. Ok, je vais ça, on a ces codes-là. C'est devenu des codes, comme tu dis, hein, c'est vrai, c'est le film de banlieue. Les gens s'attendent à retrouver telle ou telle chose, mais la manière dont j'ai détourné peut-être n'a pas plu à ceux qui s'attendaient à ce que j'en sais rien. Mais c'était vraiment les prendre et puis de dire, bah non, mais moi j'ai envie d'en faire ça. Tu vois, j'ai envie de... Voilà, la police... j'ai l'impression que la problématique banlieue aujourd'hui et puis depuis le début du cinéma de banlieue, on va dire entre guillemets, c'est une confrontation entre la population locale et la police, quoi. Et puis qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai pas forcément envie de ça. Est-ce que je me dis pas j'élimine totalement la police et on se rapproprie vraiment nos problématiques, et est-ce qu'on les gère pas nous-mêmes ? Qu'est-ce que ça donne, quoi, tu vois, vraiment. Et je fais disparaître totalement la police. Moi, j'ai eu la sensation que depuis La Haine, en fait, tous les films qui se passent en banlieue sont uniquement traités sous le prisme police contre population, quoi. Et qu'on sort pas de là, quoi. Tu vois, et je trouve ça extrêmement réducteur. Tu vois. Et voilà, c'était
prendre des codes comme ça et me dire qu'est-ce qu'on en fait. Mais souvent, je tombais sur des questions comme ça, quoi, où ça énervait, où ça irritait le fait que j'aille pas vers là, quoi. Que j'aille pas vers ces lieux que tu n'adresses pas les problématiques de violence policière. Exactement, que j'essaie de changer ça et que ça pose des soucis, quoi. Mais comme si tu avais une responsabilité. Oui, c'est ça. Tu as une responsabilité d'adresser un certain nombre de problématiques parce que toi, tu y étais en tant que... tu es dans l'obligation de parler d'un certain nombre de sujets. Exactement. C'est fou. Et d'une certaine manière, en plus. Et si tu c'est l'objectif. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on oublie dans les films parfois que le réalisateur, il a juste envie, ok, j'ai envie de parler de ça, mais que sur ce point de vue-là, et ça veut pas dire que j'oublie le reste, ou c'est stéréotypé ou quoi, mais par exemple, si on prend Les Misérables de Latchley, au final, si je dis pas de bêtises, dans le film, à aucun moment tu vois de la drogue ou même t'as les armes mais t'as que les... Et en fait, tu pourrais dire oui, mais non, dans les quartiers, il y a de la drogue. En fait, on n'a pas décidé... On a décidé de faire un film, certes, de banlieue, mais en mettant l'œil du réalisateur sur ça. Et je trouve que parfois le public, ou ces personnes qui vont dire mais pourquoi t'as pas parlé de ci ou pas parlé de ça, en fait c'est juste je voulais bien sûr. ça, tu vois. Après moi je trouve qu'il faut, après ça c'est moi mais je me dis si j'apporte un élément, il faut que je le justifie. Par exemple, si je parle de la drogue dans la gravité, pourquoi j'ai envie de parler de la drogue dans la gravité? J'ai envie de raconter aussi que c'est un système qui se met en place et que ça fait partie du plafond de verre. Et que les mecs qui se mettent à dealer pensent on va dire des gros mots, ils niquent la société. Mais en fait, c'est peut-être ce qu'on a mis pour les mettre dans des cases, quoi. Tu vois, c'est tout bête. C'est se dire, voilà, pourquoi j'utilise telle ou telle chose, tel ou tel code? Pourquoi la drogue? Pourquoi la bécane, voilà, après ça je le référence autrement, mais pourquoi en bleu, pourquoi, voilà, j'aime bien justifier les trucs, justifier chaque chose, quoi. Mais ce que tu mets, tu vois, t'es pas obligé de justifier ce que t'as pas mis. Exactement, oui, bien sûr, voilà, c'est ça, exactement. Ce que tu mets pas, t'as pas envie forcément d'en parler, parce que comme tu dis, c'est très vrai, tu peux pas parler de tout non plus, et c'est même pas intéressant. Tu cibles et voilà. Ce serait un truc très large, au final, sans vision. Exact, voilà, totalement, ouais. Mais c'est pas un pot pourri. Et souvent, j'ai la sensation qu'on s'attend à, quand c'est des films de banlieue, le film de banlieue de cette année, ça va être quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il parle de tous les trucs en même temps tu vois, est-ce que le film de banlieue, ça peut être un huis clos dans une famille malienne ou sri-lankaise, tu vois, et un mariage? Non, mais j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Le banlieue, ça veut rien dire, c'est une toile de fond, quoi. Moi, j'utilise comme ça. C'est comment tu arrives à universaliser ton propos. Ça devient une grille de bingo à la fin, il faut que tu... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, tu coches, voilà, c'est bon, c'est bon, il a fait ça, il y a l'arme. Le label. Il y a l'arme, il a tiré combien de fois Après, est-ce qu'il faut pas... j'ai l'impression que parfois aussi, c'est peut-être ce qui bloque d'aller tester des choses, que ce soit en tant qu'artiste ou même dans les productions et tout ça. Tu parlais tout à l'heure de le fait de codifier les choses pour répéter tout ça, et je crois qu'Alexandre Astier parlait de ça, faut que l'histoire ne devienne pas une recette de cuisine, quoi. Mais on oublie aussi, je trouve parfois que, et en entrepreneuriat c'est un peu pareil, c'est qu'en fait la réussite d'un film c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Enfin, il faut se dire que en fait il y a plus de chances d'échecs que de réussite, mais du coup il faut aller tenter des choses, tu vois. Et après alors ça par contre, en réalité, moi j'ai du mal. On m'a déjà posé cette question-là. C'est quoi une réussite ou un échec en termes de film? On peut débattre. Et on peut débattre longuement du sujet. Parce qu'en réalité, moi je trouve que... Enfin, ce qui est intéressant à reprendre dans le fait de faire un film, c'est qu'on est un peu dans de la R&D, en fait. C'est que t'es sur de l'expérimentation. T'es sur un one product industry à chaque fois, quoi. Donc tu bêta-testes tout ce que tu fais. Absolument. Oui, mais l'industrie, moi j'ai l'impression qu'on... Enfin, c'est logique, à chaque fois tu testes, mais qu'on essaie quand même de... Et en fait, c'est plus le système. Comme tu dis, la réussite, souvent, ça va être soit dirigé par l'argent, soit par ce genre de choses, mais qui viennent entraver, comme tu dis, l'expérimentation et ce truc de, on fait un nouveau film, et en fait, t'es jamais sûr que ça va être... Non, tu sais jamais. Et en plus, tu sais jamais même directement si ça va fonctionner. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, Rocky Horror Picture Show, qui s'est complètement lamentablement planté à sa sortie et qui est devenu un film culte, qui ressort, tu vois, qui doit être celui qui est le plus diffusé dans le monde depuis sa sortie, quoi. Non, mais bon, voilà. Après, dire, il faut. Non, il y a non, c'est assez complexe, quoi. Après, de savoir, il n'y a pas de recette. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai, mais. Si en ce moment il y a une recette pour le succès, il faut avoir Jonathan Cohen au casting.
Est-ce que ça marche tout le temps? Sinon, je le prends dans tous les trucs. Je le prends dans tous les rôles. Pour le coup, je le prends dans tous les rôles, Jonathan. Astérix Obélix. Ouais. Le fait d'aller chercher, comme tu disais, où on va chercher, on se dit, la stratégie, tu as un peu l'impression, c'était, on veut par exemple attirer les jeunes, on va aller chercher ce qu'ils suivent ou ce qu'ils regardent, donc des chanteurs, des youtubeurs, etc. Mais, il y avait McFly et Carlito. Ouais, mais au final, on fait tellement un truc que est-ce qu'on n'en oublie pas le fond, c'est-à-dire que il y a des films qui sortent, il y a personne de connu au bataillon dans les acteurs qui cartonne, qui est porté par l'histoire et en fait qui explose. Alors que c'est pas parce que tu mets comme tu dis tous les bons ingrédients, à la fin ta salade elle peut être parce qu'après le truc c'est est-ce que tu veux refaire ce que tu as vu dans l'émission télé qui fonctionnait ou qui a attiré je sais pas, des millions de spectateurs et que tu ramènes au cinéma, souvent ça marche pas. C'est un peu l'exercice avec les... Comment ça s'appelle? Avec beaucoup d'influenceurs qui se retrouvent à être des premiers rôles du jour au lendemain. Le public suit pas forcément. En fait, si les gens vont au cinéma, je pense que vraiment, même consciemment et inconsciemment, c'est qu'ils ont envie d'une proposition et d'une expérience, mine de quoi qu'il arrive. Ils ont pas envie d'aller voir le mec qui peut voir... Carlito, machin, je connais pas, mais je suis dépassé. Je ne juge pas. Je suis complètement largué à ce niveau-là, c'est peut-être charmé, mais ils ont envie de le voir sur Internet, tu vois. C'était pareil avec le film que j'ai écrit aussi, sur À la Belle Étoile, où c'est Just Riyad qui a eu le premier rôle, tu vois, et puis après, tu sais jamais à quel moment c'est une très bonne idée comme une idée qui fonctionne pas, parce que il a beau avoir 12 millions, 15 millions de followers, tu vois, ne serait-ce que le calcul, il est très compréhensible. Tu dis juste, s'il y a 10% de ces followers qui viennent voir le film, je fais déjà 1 million, 1,5 million, c'est vrai. Mais après, est-ce que les gens vont voir, est-ce que le public va suivre, quoi? Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur à quel point le public est habitué à des choses, et tu vois, au niveau des séries, à quel point il pense qu'il est critique parce qu'il regarde les mêmes trucs, les mêmes schémas de séries, machin et tout, à quel point on arrive à... Tu vois, je sais pas, quand tu regardes, par exemple, la mouvance, la vague coréenne, par exemple, t'es quand même sur une influence pour les Européens qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'on est... Alors, ça, j'ai une petite question là-dessus, parce que est-ce que réellement, c'est parce qu'il y a eu d'un coup un intérêt de la part, par exemple, des Français ou quoi, pour ce genre de film, ou est-ce que, parce qu'on le sait depuis quelques années, la Corée a énormément investi en culture, donc ils ont rendu visible. C'est pas que les Français s'y intéressent pas, c'est qu'ils l'avaient même pas en visibilité. Et donc c'est ce pouvoir de, comme tu dis, de visibilité et d'intérêt. Oui, mais après, ça a duré l'engouement pour le cinéma coréen. Oui, c'est ça. Ça a duré un certain temps parce que le cinéma coréen aussi, ils investissaient tellement qu'il y a eu des auteurs qui se sont démarqués. Mais regarde, aujourd'hui, c'est les mêmes qu'il y a eu il y a 10 ans. C'est Park Chan-wook, Kim Ji-woon et tu vois, et Bong Joon-ho et les autres ont disparu. Parce qu'en fait, le marché a repris le truc, quoi. Et que les petits mecs qui pouvaient... tu vois, c'est devenu de la pub aujourd'hui, les films, quoi. En l'espace de 10 ans, il n'y a plus d'auteurs, en fait, tu vois. Et c'est les auteurs qui devaient y avoir aujourd'hui, qui auraient dû continuer, parce que c'est là où le marché a pris le dessus et ils en ont rien à foutre. Ils se disent, ah oui, c'est Nokia, machin et tout, qui avait fait des plus-values de je ne sais combien et qui réinvestissaient dans le cinéma, et puis t'as des mecs qui ont émergé, mais ça reste les mêmes, quoi, en fait. Il y a personne, en fait. Tu regardes, là, ces 10 dernières années, non, cherche, il n'y a pas eu un auteur. En fait, t'as des films, mais après, t'as des séries, t'as une série. Mais oui, mais par exemple, la série, tu vas me dire, t'as les K-pop, c'est ça, c'est la K-pop, oui, je veux dire, non, les K-drama. K-drama, exactement. Ouais. T'as la K-drama, mais ça, c'est du flux, en fait. Les gens regardent comme ils regardent les telenovelas. Mais ce qui est intéressant, c'est en termes de représentation, si tu prends un peu de distance. Enfin, tu vois, bien sûr, en termes de représentation. Parce qu'on disait tout à l'heure, tu construis un film, tu construis un projet sur la base d'une personnalité, d'un acteur, etc., d'un réal, d'un acteur, à défaut du scénariste. Mais là, on est sur des visages que personne ne connaît. On est même sur des codes qui nous sont en fait relativement étrangers, quoi. Même si la Corée du Sud, elle a quand même des influences. Enfin, il y a beaucoup de proximité avec les États-Unis et des codes qu'on partage peut-être plus qu'avec d'autres pays producteurs de contenu, nous, Européens ou occidentaux, quoi. Mais il y a quand même, tu vois, il y a une montée en puissance d'une représentation qui est très loin de ça c'est top, ça c'est super. Et puis l'identification aussi, parce que les K-pop, c'était pas gagné, tu vois, les K-dramas, je veux dire.
les gens matent les K-dramas, et puis tu vois ce qui avait cartonné sur Netflix aussi, sur cette fameuse série avec le jeu, là, Squid Game, tu vois, tous ces trucs. Non, mais Parasite, Squid Game. Ouais. Parasite aussi, ouais, tu vois, tous ces trucs. Mais tu sais que je crois que ça a même eu une influence sur la représentation des garçons. Je crois que ça a même eu une influence sur la projection. Alors, c'est pas les seuls, mais sur la projection de, tu vois, la nécessité d'une représentation de la virilité à l'écran, et que maintenant, tu vois, t'as des gamins qui sont devenus des sex symboles. Je dis des gamins parce qu'ils sont très jeunes, mais t'as des artistes qui sont devenus des sex symboles et qui sont en tout cas pour ma génération, complètement dissocié d'un stéréotype de virilité qu'on avait projeté. Alors, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas que la K-pop qui fait ça. Enfin, tu as des mecs comme Timothée Chalamet, etc., ou Harry Styles, qui sont une nouvelle représentation de la virilité. Mais en fait, ça a même influencé cette dimension-là, tu vois. Donc, c'est puissant. Est-ce qu'il n'y a pas une... comment on dit, enfin, le fait qu'il y ait différents types de cinéma qui apparaissent grâce aux plateformes. On voit les films scandinaves, on y a beaucoup plus accès, les films espagnols, etc. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt parce qu'on a aussi envie de voir un peu de changement? Oui, je pense aussi. Dans les films en France, peut-être des moments, on a envie de... Oui, mais je pense que la surprise, on a adhéré aux films coréens, japonais, en tout cas asiatiques, parce que les mecs osaient, les auteurs osaient, en fait. Et c'est un peu... c'est cette liberté-là qu'il n'y avait plus chez nous, et comme peut-être... parce que qu'il y avait dans les années 70 dans un cinéma américain ou machin 80 ou ce qu'on veut, même ici, même en France. Attention, si tu parles de Bertrand Blier, on peut se fâcher. Ah, moi j'adore Bertrand Blier. T'aimes pas Bertrand? Tu kiffes pas Bertrand Blier? Non, moi je kiffe. Ouais, Bertrand Blier, il était libre. Aux dépens de certains. Oui, je sais, mais bon, c'était une période, mais il y avait une vraie proposition, je trouve. Et puis une liberté qui a plus en fait, tu vois, c'est cette folie là d'aller au bout de quelque chose. En fait, j'avais l'impression que les Coréens et les Japonais aussi avant, un peu moins maintenant, j'ai l'association que la télé et tous ces trucs ont rattrapé le truc et qu'on rendu les auteurs un peu timides, quoi, plus timides à rentrer vraiment dans un moule, quoi, forcément. Et on a eu... après, t'as toujours des créneaux comme ça où il y a des choses super qui sortent. Mais je pense qu'on a adhéré au cinéma coréen, vraiment. Et ça a permis d'ouvrir aussi K-drama, machin, tous ces trucs. Parce qu'il y avait une folie jusqu'au boutisme qui était assez dingue, quoi. Et puis une narration totalement différente, quoi. Tu vois, ils n'avaient pas peur d'avoir des anti-héros, comme on va dire, ou d'avoir des anti-héros qui, du début à la fin, ou des profils. Je te voyais pas du tout en C'était mieux avant, Cédric Ido, je suis traumatisée. De quoi? Je te voyais pas du tout partir sur C'était mieux avant, quoi. Non, je pars pas sur C'était mieux avant, je dis juste que je vois les changements. Bon, après, je parle par rapport à ce qui m'intéresse. Je dis même c'est pire, parce que moi je mate plus de films faits après 1970, j'étais même pas né. Non, c'est pour te dire, il y a une espèce de nostalgie comme ça aussi dans la narration qui m'intéresse vraiment, que je trouve plus aujourd'hui. Je trouve vraiment des choses, c'est sûr qu'il y en a, tu vois, mais c'est très en général c'est très linéaire. C'est très linéaire dans ce qu'il y a dans ce qu'on reçoit je vais faire beaucoup de prosélytisme avec Cédric après. Dans ce qu'on reçoit dans le mainstream, j'ai l'impression que c'est assez timide, quoi. C'est assez timide parce que et ça se ressemble beaucoup. Moi, j'ai peur de ça, les trucs qui se ressemblent. Après, on peut pas avoir des expériences différentes tout le temps. C'est sûr qu'il y a ce que demande le marché pour remplir les salles. Et une expérience, tu vois, à côté. Et puis, c'est pour ça que tu avais des auteurs qui émergent, quoi. Tu regardes pas plus de films après? Non, j'abuse, bien sûr que je regarde. Mais sinon, tu vas pas en salle. Mais à part la Cinémathèque. Il n'a qu'une carte de la Cinémathèque, Cédric. C'est vrai, en plus, il y a un auteur que j'aime beaucoup, là, qui est en rétrospective à la Cinémathèque, qui est Mizumi. Et là, ils font tout un truc. Ouais, j'ai vu, parce que j'ai reçu le petit... Voilà, que je kiffe de ouf, et je vais y aller. Voilà, je vais pas souvent à la Cinémathèque, mais là je vais y aller. Non, mais je vais aller voir Cameron. Là, j'ai vu qu'il y avait. Mais c'est Cameron là, à la Cinémathèque. Ah oui. Il repasse Terminator, il repasse. Non, mais tu vois. Non, j'en mets. Mais à quoi c'est dû pour toi, tu penses? Est-ce que c'est la traduction, les auteurs? Parce que par exemple, si on se dit, bah là, les nouvelles générations, les réalisateurs qui vont émerger, les scénaristes et tout ça, justement, quel conseil tu pourrais donner pour essayer d'aller explorer ça? Moi, je sais pas, je dirais ce que j'essaie de m'appliquer, c'est d'être audacieux, quoi, tu vois. Et puis de trouver une manière de raconter des histoires. Il y a tellement de... Et puis la peur aussi de tomber dans cette espèce de classicisme en disant, voilà...
comment rendre la chose unique et universelle en même temps, ce qui est très complexe, quoi, tu vois. C'est culte. Oui, Mais est-ce qu'on peut encore faire des films cultes aujourd'hui ? Où il y a trop de références, en fait. Tu es forcément non, dans un sûr, truc non, mais je pense que oui, il y a des films cultes qui sortent, hein, tu vois, qui le seront dans quelques années, peut-être. C'est le temps qui rend le film... Alors, à quel point... Après, je sais qu'il y a l'engouement, il est pas... Et les choses sont très... C'est assez éphémère aussi, tu vois. Il y a un truc de consommation dans le cinéma aujourd'hui qui est plus... qui dure plus. On n'a même plus le temps, de toute façon, de kiffer. Hein. Tu vois, le dernier Scorsese est sorti, allez, c'est fini. Là, il parle déjà du prochain qu'il va faire. Mais même lui, même des mecs comme ça sont tombés dans un espèce de truc de conso. C'est facile parce qu'il fait moins de montage. Il fait des films de 3h45. Il monte plus. C'est ça. Il gagne du temps. Il fait un grand, Après, pour sa défense, je crois qu'il disait qu'il a encore beaucoup d'idées et qu'il commence à voir que le temps oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il... Bah ouais, non, c'est clair. C'est clair, mais oui, je dirais l'audace, mais comment trouver sa propre audace, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment sa manière de raconter des histoires et puis de pas hésiter à aller piocher des choses qui existent déjà, quoi. C'est un peu comme tout, il y a plein de choses qui existent déjà et les références... Enfin, les références au réel, parce que moi, ça me fait penser à... J'avais vu une interview il y a pas longtemps de Audiard, parce qu'on n'a pas parlé des dialogues, là, jusqu'ici, mais qui disait qu'en fait, tous les dialogues cultes de Audiard, il a été les piocher dans la vraie vie. Il a vraiment entendu ces phrases-là, tu vois. Genre, le jour où on mettra les cons en orbite, t'auras pas fini de tourner. C'est vraiment une phrase qu'il a entendue entre un chauffeur de taxi et un vélo qui ont eu un accident, tu vois, je sais plus quel boulevard, et qui se sont pris la tête. Donc c'est l'influence du vrai dans le... Exact, Parce que là, on parle beaucoup des trucs de l'imaginaire, de ce que tu transposes, mais là... Mais comment le réel aussi influence, et comment t'es capable d'écouter. Après, c'est aussi une manière de raconter ces histoires, quoi. Comment tu sublimes le réel, quoi, tu vois. Lui, c'est un champion de toute catégorie, mais il disait, en fait, c'est une histoire de temps long, c'est-à-dire il disait, je n'écris jamais rien parce que j'ai une très bonne mémoire, en revanche, je perds toujours mes carnets. Mais du coup, il me disait, oui, il me disait à moi directement, bien sûr, Michel. Dans les podcasts. Non, je suis pas si vieille que ça. Non, il disait qu'en réalité, il pouvait attendre des années avant de réutiliser exactement cette phrase-là à tel moment. Non, c'est sûr. Tu la vois, la transition, ou pas ? Tu la sens, la transition. Est-ce que je vais te demander... Est-ce qu'on demande aux invités... Jamais rien de perdu. Non, ça, jamais. Jamais rien de perdu. Après, on va voir dans le flow si ça paraît... Tu vois, s'il y a une connexion ou si moi, je ne sais pas du tout lier les dialogues, en revanche. C'est possible. Il y a une transition parce qu'en fait, on demande à nos invités... on aime bien demander à nos invités quelle est leur petite quote culte et leur film culte, et de nous expliquer pourquoi ils ont choisi cette petite phrase-là. C'est laquelle, la tienne? Moi, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà. Et c'est... Après, je vais la faire comme Eli Wallach le fait. Et comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et il dit, non, il se lève là. Non, attention, il se lève, il a tiré sur le mec. Et il dit, when you have to shoot, shoot, don't talk. Et je trouve ça génial. Parce qu'en plus, si tu fais une mise en abîme, ça parle aussi de faire au lieu de parler pour rien et d'être dans l'action, quoi. Et je trouve cette phrase hyper puissante. Moi, elle me fait rire à chaque fois que je la mate. Et lui, comment il la joue, c'est hallucinant, quoi. Le mec qui vient, qui raconte sa vie... Je t'ai cherché pendant 8 mois, machin, maintenant j'ai appris à tirer avec la main gauche parce que tu m'as pris ma main droite, machin, et boum, tu vois. Donc c'est un western. Le Bon, la Brute et le Truand. Le Bon, la Brute et le Truand. Il y en a un qui est dans sa baignoire et l'autre qui vient l'ambiancer en lui racontant sa vie. Voilà, en fait, pour faire court, il a Tuco, qui est joué par Eli Wallach, en fait, lui, dans une altercation précédente, il lui tire dans le bras et le mec a perdu son bras. Et il le retrouve, il le cherche partout parce que il passe sa vie, le mec est voué à ça. Il le retrouve dans sa baignoire, dans une baignoire. Et le mec l'a eu sur sa recherche. Il dit, je t'ai cherché pendant 8 mois, machin et tout. Tu sais, j'ai dû apprendre à tirer avec la main gauche parce que nanana. Et lui, il le tue, il le tire dessus, quoi. Il dit, mais mec, en fait, t'aurais pu... Arrête de parler, tue-moi, quoi, si tu dois me tuer. Voilà, quand tu dois tirer, tire. When you have to shoot, shoot, don't talk. Ne parle pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. C'est aussi une belle conclusion.
je pense. Enfin, c'est une belle boucle. C'est clair. Des boucles. Nous, on s'est dit qu'on voulait faire un podcast. Et du coup, on en a fait un. Oui, C'est ça tout qu'on a à fait. fait. When you got the shoot, don't talk. Shoot, don't talk. Et ça parle aussi des tournages. Faut agir. C'est clair.